Bienvenue sur Cardio Online pour ce nouvel épisode de la série du tac au tac. Vous le savez, une série d'une forme un peu différente, 6 minutes en 6 questions pour répondre à un sujet précis. Alors, je suis Nicolas Lamblin, cardiologue au CHU de Lille et je suis ravi d'être accompagné de Vincent Hainaut, cardiologue et néphrologue et thérapeute au CHU de Nice. Et nous allons vous parler dans les minutes qui viennent des ISGLT2, inhibiteurs du cotransporteur sodium-glucose, mais dans un contexte particulier de l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite avec insuffisance rénale chronique. Alors Vincent, je viens de parler d'insuffisance rénale, mais finalement, est-ce qu'il vaut mieux parler d'insuffisance rénale ou de maladie rénale chronique? Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu la différence et son importance? Effectivement, il faut plutôt parler de maladie rénale chronique, c'est beaucoup plus précis. Voilà les 5 stades de maladie rénale chronique. Et vous voyez que le stade 1, c'est un débit de filtration glomérulaire finalement normal, supérieur à 90, mais vous êtes bien malade des reins parce que vous avez un RAC élevé, un rapport albuminurie sur créatinurie supérieur à 30 mg par gramme. Le stade 2, vous n'êtes toujours pas insuffisant rénal, un DFG entre 60 et 89, mais vous avez une albuminurie significative. À partir du stade 3, vous êtes effectivement en insuffisance rénale, ça s'aggrave au stade 4, ça devient vraiment très embêtant au stade 5. Et pourquoi c'est intéressant? Parce que c'est à la fois pronostic sur le cœur, le DFG et le RAC concourent à prédire le risque de mortalité cardiovasculaire et surtout à prédire le risque de traitement de suppléance rénale, la fonction rénale à l'instant T, mais surtout le RAC prédit la vitesse d'évolution ultérieure vers la dialyse. Ce RAC, c'est un échantillon d'urine matinale et ça, c'est indispensable pour l'indication des IEC, des ARA2 et des inhibiteurs du SGLT2. En pratique, en cardiologie, finalement, quelle fréquence de cette maladie rénale chronique et chez quel patient y penser? Alors bon, cette diapo a plusieurs informations, je ne vais pas la détailler, mais elle reprend un petit peu des grands essais thérapeutiques et des données de registre et qui montrent que, d'une part, la définition influe la fréquence. En vert, c'est une vieille définition sur la créatinine plasmatique qu'il ne faut plus utiliser. Donc on n'en parle pas, mais on voit que ça sous-estimait bien sûr cette fréquence. On peut considérer, quand on prend la clairance de créatinine, que c'est 30 à 50% des malades d'insuffisance cardiaque, donc c'est vraiment extrêmement fréquent. Et encore, sur la diapositive, n'apparaît pas la maladie rénale chronique sur le ratio dont tu as parlé, puisque c'est une notion un peu plus récente. Alors sur la diapositive suivante, quels sont les malades à risque? Plus que des malades à risque, alors bien sûr, il y a l'âge, les comorbidités qui peuvent toucher les micro-vaisseaux rénaux ou le rein lui-même, le diabète, l'HTA, les maladies polyvasculaires, la microalbuminurie. Il y a également la gravité de l'insuffisance cardiaque, avec la fuite tricuspide, la dysfonction droite et d'autres maladies plus rares. Je voudrais juste dire un petit mot sur les situations à risque, parce qu'en fait, l'insuffisance rénale peut varier dans le temps. Il y a des situations où il faut vraiment la craindre, en particulier les produits de contraste iodés, les AINS. Et enfin, sur les médicaments dont tu vas nous parler, l'aggravation du DFG n'est peut-être pas forcément si grave que ça en termes de pronostic, car certains médicaments sont néphroprotecteurs. Vincent, parmi les traitements de l'insuffisance cardiaque, on l'a dit, certains peuvent altérer le DFG, mais finalement, certains sont surtout néphroprotecteurs. Oui, effectivement. Alors, ça tombe bien, quand vous faites de la cardioprotection, vous faites sans le savoir de la néphroprotection. Alors, historiquement, bien sûr, tout d'abord avec un IEC ou un ARA2. Vous savez qu'il ne faut pas associer les IEC et les ARA2. Et ça, le blocage du SRA est indispensable dès que le RAC est supérieur à 30 mg par gramme de créatinine. Ensuite, un inhibiteur du SGLT2, donc la dapagliflozine, si le débit de filtration n'est pas trop bas, et si sous IEC ou ARA2, le RAC reste supérieur à 200 mg par gramme. Et puis, plus récemment, un antagoniste des récepteurs des minéralocorticoïdes non stéroïdiens, la finérénone, que vous ne connaissez pas en cardiologie, mais qui a démontré dans le diabète de type 2 un effet tout à fait néphroprotecteur vraiment intéressant. Sans oublier d'optimiser le traitement de la pression artérielle par d'autres diurétiques, d'autres antihypertenseurs, restriction hydrosodée, avec des objectifs de pression artérielle systolique un peu plus basse, inférieure à 130 mm de mercure. Donc, il faut absolument vérifier en automesure que vous n'êtes pas en surtraitement. En pratique, dans ce contexte des dernières recommandations de l'insuffisance cardiaque, quel message pour la pratique, Nicolas? Alors, le premier message, j'ai déjà eu l'occasion d'en parler à plusieurs reprises, eh bien, c'est qu'en cas d'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, il y a un niveau de preuve très important, une recommandation de niveau 1, c'est-à-dire qu'il faut traiter les malades, tous les malades, avec l'association de ces 5 molécules qui modulent les systèmes neurohormonaux. Donc, vous les connaissez, IEC ou bloqueur du récepteur de l'angio-2, associé à du sacubitril, un bêta-bloquant, un antagoniste du récepteur aux minéralocorticoïdes et un ISGLT2, on l'a dit.
et il faut donc traiter tous les malades avec ces médicaments, même si le niveau de preuve n'est bien sûr pas équivalent, qu'il n'y a pas d'essai thérapeutique dédié, donc c'est un avis d'expert, mais on sait que cette association peut être proposée aux malades avec une insuffisance cardiaque à fraction d'éjection modérément réduite, donc pour des FE entre 40 et 50%. Donc beaucoup de malades, finalement, devraient être traités avec cette association. Est-ce que ces recommandations sont compatibles avec le point de vue du néphrologue, les recommandations de néphro? Parfaitement compatible, hein, puisque je ne reviens pas sur les IEC et les inhibiteurs du HLT2, qui sont déjà d'ailleurs remboursés chez les sujets néphropathes diabétiques, qui vont l'être très prochainement chez les non-diabétiques. Juste une question concernant les antagonistes des récepteurs d'éminents-corticoïdes, puisque la finérénone, et c'est un antagoniste non stéroïdien, qui a déjà donc démontré des effets rénaux et cardiovasculaires dans le diabète de type 2, mais vous utilisez plutôt des antagonistes stéroïdiens, l'éplérénone et la spironolactone, qui ont démontré des effets dans l'insuffisance cardiaque à fraction d'éjection réduite, l'hypertension réfractaire et l'hyperaldoprimaire. Et donc, si vous avez déjà, vous, une indication d'antagoniste stéroïdien, il n'y a pas d'argument pour switcher pour un non-stéroïdien dans nos recos néphrologiques. Et s'il y a une double indication, parce que votre maladie est à la fois cardiaque et néphropathe, eh bien, c'est l'indication la plus prégnante qui doit être privilégiée et a priori plutôt l'insuffisance cardiaque. Nicolas, en pratique, comment gérer l'introduction et la prescription donc, de ces 4 médicaments? Là, on parle du contexte de la maladie rénale chronique, voire de l'insuffisance rénale chronique. Alors, ça dépendra bien sûr de la sévérité de cette insuffisance rénale chronique, mais toujours est-il qu'il va falloir être plus prudent que chez un malade qui, bien sûr, n'a pas d'atteinte rénale. Mais être prudent, ça ne veut pas dire ne rien faire. J'ai presque envie de dire au contraire, ce sont des malades les plus graves, c'est eux qui en tireront le plus grand bénéfice. En revanche, il ne faut sans doute pas débuter toutes ces molécules en même temps. On peut se donner un peu de temps. Se donner du temps, un peu, ça ne veut pas dire ne rien mettre. Et puis de toute façon, il vaut mieux aller un petit peu doucement et réussir que de vouloir aller trop vite et échouer. Alors, avant, le conseil que je donne, c'est surtout de choisir le moment. Ce n'est pas le malade qui ne va pas le tolérer, c'est le moment auquel on l'introduit. Donc, vérifier qu'on n'est plus en phase de congestion, d'hypervolémie, vérifier en parallèle qu'on n'est pas non plus en phase d'hypoperfusion, de trop basse tension artérielle, et vérifier enfin s'il n'y a pas une tendance, voire une franche hyperkaliémie qui, sur certaines molécules, pourrait aggraver les choses. Donc, moi, je les introduis un par un, et je me donne quelques semaines. Il vaut mieux les mettre en se donnant du temps que pas les mettre. Et enfin, je crois que si le débit de filtration glomérulaire est vraiment un peu bas, moins de 45, ou en tout cas moins de 30 ml minute, je crois qu'il faut qu'on travaille ensemble, c'est-à-dire qu'on demande ou qu'on prévienne le néphrologue de ce malade, qu'on discute éventuellement un traitement symptomatique de l'hypercalémie si elle est présente, voire que l'on propose une épuration extrarénale un peu plus précoce qu'on ne le ferait que sur une indication néphrologique, afin de permettre l'instauration de ces traitements qui auront toujours un bénéfice cardiovasculaire, même si les tensions rénales sévères. Je vous remercie d'avoir suivi cette émission tac au tac. J'espère que la forme comme le fond vous ont plu et que surtout les réponses qu'on a pu apporter vous aideront à prendre en charge vos malades. À bientôt.